Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire. Nous sommes le jeudi 23 août 2018 et aujourd'hui, le focus du marché sera les indices PMI flash de la zone euro, les indices PMI prévisionnels pour le mois d'août. Ce matin, nous allons faire un débriefing de ce qui a été dit dans les minutes de la Fed du début du mois. Nous allons également voir la reprise de la guerre commerciale, la crise politique en Australie que nous allons voir en détail, analyser, voir l'impact sur les marchés financiers et ensuite, bien évidemment, comme d'habitude, faire l'analyse technique et répondre aux questions. Alors, sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour le briefing d'actualité. Alors au niveau de la Fed, ce qu'il faut retenir, c'est que donc le compte rendu indiquait qu'il y aura une nouvelle hausse des taux prochainement, donc en septembre, euh, en indiquant qu'il serait probablement opportun de franchir une nouvelle étape dans la suppression des mesures d'accommodement. On a la confiance dans le momentum économique qui semble également élevé, mais toutefois il y a des risques qui sont énumérés. Tous les responsables de la Fed ont considéré les différents commerciaux comme une source importante d'incertitude. Par rapport justement à ces différents commerciaux, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, alors que les discussions entre le gouvernement chinois et américain sont en cours à Washington, et bien comme prévu, il y a une deuxième vague de taxes supplémentaires envers les deux pays qui sont entrés en vigueur, donc 25% de droits de douane américains supplémentaires sur 16 milliards de dollars d'importation en provenance de Chine, ce qui fait un total de 50 milliards de dollars de marchandises chinois importées par les US qui sont dorénavant taxées à hauteur de 25% supplémentaires. Depuis, donc ça a commencé le 6 juillet. Et comme promis, de façon réciproque, la Chine qui a riposté en imposant des droits de douane également supplémentaires de 25% sur 16 milliards de dollars de produits américains. Concernant la politique US, donc on a Donald Trump qui a rejeté toute accusation d'infraction et contredit même son ancien fidèle avocat Michael Cohen qui affirme avoir acheté à sa demande le silence de deux maîtresses présumées. Ce qui lui permet en fait, ce qui dénie, c'est concrètement bien un crime. Auquel cas, si c'était avéré vrai, si ça s'avérait, pardon, eh bien, il y aurait un risque d'establishment qui est tout simplement une destitution. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est normal que, ça paraît logique que Donald Trump rejette toute accusation tant qu'il n'y a pas de preuves. Concernant la Russie, alors on a Vladimir Poutine qui a jugé contre-productive et dénuée de sens la nouvelle salve de mesures punitives liées à l'empoisonnement d'un ex-espion russe au Royaume-Uni. Donc les mesures punitives américaines, pardon. Et en Australie, donc on a une crise politique depuis le début de la semaine, qui s'est accentuée depuis le début de la semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un premier ministre libéral, Malcolm Turnbull, qui a sauvé son poste en renonçant à inscrire dans la loi les engagements sur le climat de Paris, signé, je vous rappelle, en décembre 2015. Le premier ministre conservateur et ministre des Finances, Mathias Cormann, qui était un grand soutien de Malcolm Turnbull jusqu'à très peu de temps, eh bien, aux côtés de deux autres ministres, Cash et Fiefeld, a annoncé son soutien à Peter Dutton pour le prochain vote interne du parti du Premier ministre au pouvoir. Le prochain vote aura lieu donc vendredi, et auquel cas, il pourrait pareil y avoir un changement de Premier ministre concrètement en Australie si Malcolm Turnbull ne gagne pas à nouveau le vote de confiance de son propre parti. Voilà, donc ce facteur-là en Australie impacte l'AUD. Donc on a, vous voyez, des facteurs qui sont de plus en plus importants en défaveur, oui, du dollar australien, la guerre commerciale,
les matières premières, la politique monétaire, la politique maintenant en Australie. Vous voyez qu'il n'y a pas grand facteur qui viendrait finalement, qui vient pour le moment donner une bonne nouvelle au dollar australien et au marché financier australien. François, bien le bonjour à vous. Raymond également, que je salue. Bruno, Brice, Didier, bonjour à vous. Frédéric, son image ok. Bien, écoutez, merci Frédéric et bien le bonjour également. Loïc, Brigitte, voilà, tous ceux qui viennent nous rejoindre. Bonjour à vous tous. Très heureux de vous retrouver tous les matins. Je vois que vous êtes des habitués. Donc voilà. Merci beaucoup. Et même pour les nouveaux d'ailleurs. Hein. Voilà. Bienvenue dans ce webinaire. Au niveau du résumé de la science américaine et asiatique, alors on voit qu'on a un Dixie qui a légèrement reculé, il rebondit ce matin. Le Dow Jones 30, donc valeurs industrielles qui ont clôturé dans le rouge, ce qui n'est pas, on va dire ce qui est assez logique étant donné que le Dow Jones a quand même assez bien progressé ces 5 dernières séances. On a une nette surperformance du Dow Jones face au tech, donc ça marque qu'on a une petite prise de bénéfice. Hein. S&P à l'équilibre, le Nasdaq 100 qui surperforme et les small caps également, plus 0,26%. Pour le Russell 2000. Ce matin, on a le rendement du 10 ans qui baisse de 2 points de base, ce qui veut dire qu'on a un marché obligataire qui est payé. Le yen qui est en très légère hausse. Le gold qui est sous pression étant donné qu'on a une hausse du dollar ce matin. Le Nikkei qui progresse légèrement également. Et le Hang Seng qui est dans le rouge. Hang Seng, hein, c'est la Chine offshore. Et guerre commerciale dit un Hang Seng qui est affaibli. Le plus affaibli, bien évidemment, des indices chinois, c'est Shanghai, Shenzhen, le CSI 300. Ça, c'est la Chine onshore et c'est celui qui, qui est le plus baissier hein, finalement. La Chine offshore résiste un peu mieux, mais il est quand même dans un bear market. Et au niveau du calendrier économique, donc étant donné qu'il y a beaucoup de rendez-vous, on passe tout de suite, vous voyez sur le site DailyFX. Alors 9h30, chiffre PMI flash. Alors quand on dit flash, hein, c'est les indices PMI prévisionnels, parce que vous voyez, c'est sur du mois d'août. Or, le mois d'août n'est pas encore terminé, donc c'est pour ça qu'on appelle ça les indices PMI flash. Ça donne une idée, et en fait c'est eux qui ont le plus d'impact sur les marchés. Entre l'indice PMI flash et l'indice PMI final, c'est l'indice PMI flash qui a le plus d'impact, parce que en général on a une déviation très limitée entre le flash et le prévisionnel. Donc voilà, le flash est particulièrement important. 9h30 ceux de l'Allemagne, 10h ceux de la zone euro. Le marché, le consensus de Reuters attend une hausse, que ce soit de l'activité manufacturière ou des services. Vous voyez, 56 en zone euro donc. Zone euro, manufacturier 55,2, 55,1, service 54,4, 54,2. Et donc au composite c'est les deux hein, réunis, 54,5 contre 54,3. Donc positif pour la zone euro. À savoir également que l'indice de bonne surprise des États-Unis est dorénavant inférieur à celui de la zone euro. Donc le marché est globalement s'attend à des meilleures surprises en zone euro qu'aux États-Unis pour le moment, tout simplement, d'un point de vue macroéconomique. Et vous voyez 15h45, pareil, indice PMI flash, P pour prévisionnel, indice PMI flash du mois d'août aux États-Unis, manufacturier en baisse 55 contre 55,3, service 55,8 contre 56. Donc vous voyez une baisse pour l'activité manufacturière et des services. Voilà donc les grands rendez-vous de la journée. Il y a, oui, la publication du compte rendu de la politique monétaire de la BCE. Honnêtement, le marché n'attend à rien de nouveau. Donc ça devrait être un non-événement. Il devrait avoir aucun mouvement, enfin très très peu de mouvement sur les marchés. Donc voilà, il y a vraiment rien qui est attendu dans ces minutes de la BCE. Voilà, donc on va passer directement sur le marché. On voit l'AUD, crise politique, hein, moins 0,74%. Donc on a de plus en plus de facteurs qui font pression sur l'AUD. Hein. Je rappelle, guerre commerciale, la RBA, la politique monétaire accommodante, la situation macroéconomique qui s'améliore mais très légèrement. Donc voilà, le marché perd patience. Les matières premières qui sont en baisse, bon c'est lié à la guerre commerciale, mais bon, en baisse. Ensuite, on a également donc la crise politique. Et on peut trouver d'autres facteurs encore. Il y en a également plein d'autres, mais là j'ai cité les majeurs. Donc voilà, pour moi le risque, hein, finalement, d'un point de vue sens de trading, au vu de tous ces facteurs, ça semble beaucoup plus viable de trader à la baisse l'AUD qu'à la hausse.
à part si d'un seul coup la crise politique en Australie est résolue et qu'il n'y a plus de guerre commerciale et qu'il y a un accord trouvé entre la Chine et les États-Unis, là dans ce cas-là on aura un rebond de l'AUD, mais ça ne semble pas être la voie la plus plausible pour le moment. Donc AUD sous pression, le CAD, vous voyez, on a toutes les devises premièrement qui sont sous pression face au billet vert, le franc, le yen, qui sont les deux autres devises, qui surperforment les autres après le dollar. Donc on voit un devise refuge. Et, euh, et voilà. Et devises commodities, encore une fois, NZD, CAD, AUD. Dès qu'on a une mauvaise nouvelle, un titre sur la guerre commerciale, NZD, CAD et surtout AUD sont sous pression. Donc voilà, AUD USD, nouvelle baisse. Vous voyez, nouvelle baisse. L'idéal, ça aurait été que la USD revienne en haut de ce canal baissier dans lequel il évolue depuis le début de l'année. Ça aurait été excellent. D'ailleurs, quand on a une tendance comme ça, on peut mettre un petit stochastique, même si voilà, je ne suis pas, je ne conseille pas de trader avec le stochastique forcément, mais un petit stochastique, un croisement au-dessus de 50 dans une tendance, c'est un signal. Ça peut être un signal baissier. Voilà, donc l'AUD-USD, nouvelle baisse, guerre commerciale, crise politique en Australie. Donc là, le support, il est à 0,7228. Et écoutez, de toute façon, c'est dans ce sens de la tendance qu'il faut trader l'AUD. Si on regarde nos indices, vous voyez l'AUD moins 0,50%. Vous voyez l'AUD depuis le début de l'année, il n'a rien fait, il n'a fait que de baisser. Vous voyez là, on est depuis le début de l'année, on a eu une petite période de hausse. On a eu un petit mois dans le positif pour le dollar australien. Et depuis le début du mois de février, l'AUD est sous ses niveaux du début d'année. Et vous voyez même, lorsqu'on a un rebond, il se fait de façon très limitée en temps et en amplitude. Donc voilà, l'AUD, clairement vente et tout rebond en fait au-dessus de cette moyenne mobile verte qui est la moyenne mobile à 50 jours, eh bien semble être un prix d'entrée intéressant à shorter pour de l'australien. Alors il y a toujours des exceptions qui viendront infirmer certains signaux, certaines règles, comme ce fut le cas ici, où là le cours était revenu, ouais, cet indice de l'australien était revenu en haut de cette moyenne mobile à 200 jours. Mais concrètement, dès qu'on est au-dessus de la moyenne à 50 jours, on voit que finalement le dollar australien offre un point d'entrée intéressant pour le shorter. Le yen, très légère hausse, vous voyez, il est toujours dans son range. Donc quand techniquement un cours est en haut de son range, il y a plus de chances qu'il baisse. Et là, pour le moment, c'est le cas. Donc techniquement, je privilégierais la vente sur le yen à court terme, en attendant qu'il revienne sur un niveau de support, donc le bas de son range ou cette moyenne mobile à 200 jours de l'indice. Moyenne mobile à 200 jours, c'est un niveau de prix également intéressant. Le NZD, vous voyez, belle baisse également. Alors on va se mettre en year to date. Vous voyez, depuis le début de l'année, c'est pareil. Alors on a eu un petit peu plus d'optimisme, étant donné que le NZD, vous voyez, il est resté positif pendant jusqu'au 13 avril, donc un peu plus de 4 mois. Un peu plus de 4 mois à partir du 1er janvier. Mais depuis vraiment, en fait, le début de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, parce que le début de la guerre commerciale, je vous rappelle, c'était début avril. Et depuis début avril, on voit que le NZD est en baisse. L'euro rebond, un bon rebond de l'euro, vous voyez. Donc c'est dans ce sens de tendance, je pense qu'il faut se positionner. Le GBP, pareil. Alors vous voyez que le GBP, on est dans un canal, et là on arrive proche du bas de ce canal. Donc là, je vais vous faire voir les points d'entrée que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé ce point bas et celui-ci. Alors je vais pas utiliser celui-là parce que c'était, vous vous en souvenez, un crash de la livre sterling en intraday. Donc je l'ai pas utilisé parce que c'était quand même pas mal de bruit. Mais donc point bas, troisième point de contact, donc trendline validé. Et là on arrive proche de cette trendline. Donc c'est des signaux, enfin il faut surveiller les signaux. Et là d'ailleurs on a une divergence comme vous pouvez le constater. Donc je ne dis pas que forcément il faut acheter la UD aujourd'hui, mais on est potentiellement dans une configuration où le GBP a été quand même beaucoup shorté, il a quand même pas mal baissé. Vous voyez, ça c'est un GBP index, hein, c'est pas un GBP dollar, donc un index normalement c'est moins volatile, et pourtant il a baissé ce GBP index en l'espace de, vous voyez, 89 bars, donc c'est environ du trou. Vous voyez, depuis la mi-avril, donc 3 mois, un peu plus de 3 mois.
de 6,48%, ce qui est beaucoup pour un indice. Donc, je pense que ce GBP, le risque de hard Brexit, il a quand même été pas mal intégré dans les prix. Vous voyez, c'est depuis la démission. Oh non, ça c'est pas la démission de Joris Johnson. Joris Johnson, c'était début juillet, il me semble. Bref, depuis en fait, il y a pas mal d'incertitudes dans le gouvernement britannique, dans le gouvernement de Theresa May. On a eu une belle baisse. Donc, je pense que les risques ont été quand même pas mal intégrés dans les prix. Et plus ces risques sont intégrés dans le marché, et plus finalement il y a il y a des probabilités de rebond. Parce que forcément, quand on s'attend au pire, euh, pour que le marché soit surpris encore plus négativement, c'est compliqué. Alors que quand les anticipations sont élevées, le risque de déception est assez important. C'est pour ça que finalement, même si vous regardez par exemple les attentes des analystes en termes de résultats, vous le corrélez, vous le superposez cette tendance au S&P, vous verrez que avant la plupart des cracks, on avait des anticipations extrêmement élevées de la part des analystes, parce que forcément on était dans un cycle économique donc en croissance, donc plus on est dans ce cycle économique dans la durée et plus euh, les entreprises font des bons résultats, donc plus les attentes sont élevées. Mais il y a un moment où les entreprises peuvent pas dépasser les attentes parce que les attentes sont trop élevées. Et donc là, le marché voit qu'il y a un plafond et c'est à ce moment-là où il y a des prises de bénéfices. Mais tant que finalement les entreprises dépassent les attentes, eh bien le marché se prie positivement. Donc il a un argument pour payer encore plus le marché. Mais il y a un moment où les anticipations seront tellement élevées que les entreprises, les résultats publiés par les entreprises ne dépasseront pas les attentes. Et là, il y aura un gros point d'interrogation au sein des investisseurs. Voilà, donc c'est un peu le même, en fait, c'est le même fonctionnement pour le GBP et pour les marchés financiers. C'est toute une question d'anticipation. Plus les anticipations sont basses, et moins il y a de chances qu'il y ait une baisse. Parce que plus les anticipations sont basses, plus ces anticipations sont intégrées au prix. Et donc là, je pense que le risque entre le hard Brexit et les incertitudes au sein même du gouvernement britannique ont été quand même pas mal intégrés au prix. Donc je ne dirais pas qu'il y a 100% de chances que le marché rebondisse, ça serait vous mentir. Mais je pense qu'il y a, oui, il y a quand même pas mal de facteurs qui qui pourraient soutenir le GBP. Alors, donc si par exemple le RSI journalier clôture au-dessus de 50, ça pourrait être un signal haussier. Donc ça, c'est à surveiller ce GBP. Pour le franc, belle hausse. Vous voyez, on dépasse cette trendline qui vient chercher les plus hauts de février 2016, mai 2017, mars 2018. Et même, vous voyez ici, août. Bon, c'était simplement un pullback. Donc là, on a cassure breakout. Donc là, on vient venir chercher les plus hauts de février. Donc hausse du CHF. Le dollar, on a un rebond. On a un rebond sur la monnaie mobile. Par contre, attention, je ne donnerai pas de grand fiabilité à ce rebond. Tout simplement parce qu'il est seulement alimenté par la reprise, par la nouvelle salve de barils tarifaires des Américains contre les produits chinois. C'est pas justifié d'un point de vue macro, c'est pas justifié par la Fed parce que si on regarde hier, le dollar a clôturé dans le rouge. Donc la Fed, c'est pas Emile de la Fed qui provoque cette hausse du dollar. Cette hausse du dollar est provoquée par le regain d'incertitude de différents commerciaux finalement entre les États-Unis et la Chine. Donc ce rebond du dollar est pour moi un faux rebond. Et je pense qu'en fait le risque est beaucoup plus baissier sur le dollar. Mais ce que j'attends, c'est simplement des signaux techniques baissiers. Voilà, donc ne tombons pas dans ce bear trap. Et d'ailleurs, l'euro-dollar à un 10, un 15, ça se paye. Ça se paye bien que nous attendrons des signaux haussiers. Et pour ce qui est du CAD, vous voyez, proche de ces sommets de mai, pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire si ce n'est qu'il est sous résistance. Pas vraiment de facteur de le payer, pas vraiment de facteur pour le vendre non plus, donc voilà, le cadre, neutre. On garde le rendement entre les 10 ans italiens et allemands, il est stable, 270 points de base. On a une légère hausse hier, mais vous voyez rien de très important. On a la courbe des taux entre le 10 ans et le 2 ans américain qui a 21 points de base. Donc vous voyez qu'il diminue encore et encore. Si on se met en haul, simplement pour vous faire voir.
Voilà ici la courbe des taux. Et on va le mettre avec le S&P. Voilà, courbe des taux avec les chandeliers S&P en bleu. Vous voyez, dès que la courbe des taux arrive à 0, on a un début de signal baissier enfin on a un signal précoce de baisse sur le S&P. Maintenant voilà, la Fed a indiqué hier dans les minutes que il faut remettre dans le contexte et précédemment, lorsqu'il y a eu un aplatissement de la courbe des taux, il y avait un contexte économique différent. C'est sûr. En même temps, la Fed ne va pas dire que s'il y a un aplatissement de la courbe des taux, il y aura un krach boursier. C'est certain qu'elle ne va pas dire ça. Donc, la Fed se veut rassurante. Maintenant, voilà, si on se base d'un point de vue statistique, il me semble que 9 fois sur les 12 derniers signaux de l'aplacement de la courbe des taux, il y a eu un krach boursier. 9 sur 12, ça fait un bon ratio. Voilà, il n'y a jamais 100% de toute façon d'indication d'indicateurs qui va vous donner des bons signaux. Ça n'existe pas le 100% de réussite. C'est pour ça que le money management avec la gestion des risques et que l'appositionnement des stops est indispensable. Mais voilà, on a quand même à noter une courbe des taux qui s'aplatit de plus en plus. Ça suive de très près également. Le VIX à 12,1. 12,1, ça me semble un petit peu dérisoire personnellement. Voilà, 12,1 alors qu'il y a les tensions commerciales. On est dans une période août-septembre où statistiquement sur les 20 dernières années, on a plus souvent un gain qu'une baisse sur le VIX au mois d'août. Donc voilà, ça me semble un petit peu comment dire, je ne dis pas irréaliste, mais un petit peu oui, vraiment compliqué de voir ce VIX à 12,1. Pour moi, il devrait piquer. Il devrait piquer. D'ailleurs, on voit, on a une figure baissière, on a cette trendline. Cette trendline, si elle est dépassée, on aura un signal bullish. En tout cas, ne tradez pas la tendance du VIX. Hein. Le VIX ne se trade pas en tendance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas shorter un VIX qui est à 12. Hein. Il y a beaucoup plus de risques de hausse que de baisse. Encore s'il est à 50 ce VIX, oui pourquoi pas, vous pouvez le shorter, mais en dessous de 15, en dessous de 20, c'est assez compliqué. Voilà, et sinon, donc c'est tout, écoutez, l'AUD en baisse, vous voyez, il accentue ses pertes, moins 0,60%, vous voyez, forte baisse de l'AUD. Forte baisse de l'AUD, donc AUD USD en baisse, comme on l'a dit. Toutes les devises Como face au dollar sont en baisse. NZD USD, pareil. NZD USD, on va chercher à court terme les 0,6640. L'USD CAD rebondit sur les 1,30. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le rebond du dollar, pour moi, n'est pas réellement justifié d'un point de vue macroéconomique. Je rappelle, l'indice surprise des États-Unis est dorénavant plus faible que celui de la zone euro. Donc, si on doit shorter le CAD, l'AUD ou le NZD, c'est dorénavant, à mon sens, face à l'euro ou face à le GBP, parce que le GBP est techniquement également sur support. Même si on n'a pas le rebond, le dollar pour moi ne se paye plus. Voilà. Bien qu'on n'ait pas encore les signaux baissiers, je resterai prudent compte tenu du fait que ce dollar, je le refais voir, il évolue dans un canal baissier depuis 2015-2016 et là on est, vous voyez, en haut de ce canal. Donc voilà, je resterai prudent. En tout cas, c'est vraiment pas le moment d'acheter du dollar. Donc plutôt euro-AUD. Euro-UD, belle hausse. Et d'ailleurs, on en avait parlé hier. On avait parlé hier avec un objectif haussier jusqu'au plus haut de l'année, hein, 1,6253. Pareil pour l'euro NZD. Euro NZD haussier jusqu'à 1,7480 à peu près. Alors l'euro CAD, comme je dis CAD, je suis neutre parce que a priori les discussions sur l'ALENA avancent bien entre le Mexique et les États-Unis. S'il y a un accord de trouver entre les États-Unis et le Mexique, le Canada entrera à nouveau dans les négociations et ça pourrait aller très vite sur un accord. Donc ça risque d'être assez volatile pour le Canada, pour le dollar canadien et même pour le peso mexicain. Donc dollar canadien, je reste à l'écart, mais voilà, l'euro UD et l'euro NZD, honnêtement, me semblent être des bons trades à l'achat.
Hier soir, suivi fait par beaucoup de plateformes impec. Euh, alors, je, je pense que vous parlez des minutes de la Fed. USD-Yen possible à 111,02 à la hausse. Alors, USD-Yen, encore une fois, encore une fois, je ne vais pas parler de l'USD-Yen, mais 111,02, alors 111 hein, globalement, oui, c'est possible qu'on aille à 111. Maintenant, voilà, honnêtement, entre payer le dollar et payer le yen, je pense que le mieux c'est de payer le yen. Maintenant, en termes de timing, si on regarde cet index, il est en baisse depuis qu'il a atteint le haut de son range, donc il y a une perspective baissière. Donc je ne pense pas que vendre l'USD yen maintenant soit une bonne stratégie. On peut attendre encore davantage de hausse. Donc 100, 111, vous voyez, 111,50, ça serait assez intéressant pour shorter cette USD yen. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retracer donc les, niveaux de support et de résistance. Donc là, ça fait longtemps que j'ai pas retracé les niveaux de support et de résistance sur l'USD yen. Donc c'est psychologique dans un premier temps. Je me mets en hebdomadaire ou en mensuel. Hein. Plus vous allez sur une temps longue et plus vous allez avoir des niveaux de support et de résistance importants. Et là, on va prendre les plus bas, les pivots concrètement. Là où il y a eu des rebonds importants. Plus haut. Voilà, donc on repasse en journalier. Et donc là, on a des niveaux de support et de résistance vraiment, comment dire, là c'est des puissants niveaux de support et de résistance. Donc vous voyez, on a le parfait rebond à 110. Donc un signal important sera en cas de clôture sous les 110. Si on a une clôture sous les 110, ça sera possible de mettre en place une stratégie de type breakout. Voilà, et comme vous savez, S1, S2, S3. S3 c'est vraiment un niveau extrême sur un niveau mensuel. Même l'AUD qui est extrêmement sous pression et qui a connu une assez forte volatilité, vous voyez une belle baisse quand même depuis le début de l'année. Si vous regardez d'un point de vue historique depuis le début de l'année, alors le S3 c'est la ligne pleine et vous voyez qu'il n'a jamais réellement été atteint. Donc si vous êtes en tendance, si vous êtes en swing trading, ne vous attendez pas à ce que le cours atteigne son S3 mensuel. Ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait une crise importante politique, économique ou je parle pas d'un crack, hein, mais vraiment des vraiment importantes incertitudes sur une monnaie particulière. Par exemple, la livre turque, oui, le S3 ou le R3 est atteint assez rapidement. Il faut dire en même temps qu'il est extrêmement volatile. Tout ce qui est pays émergents, c'est pas mal volatile. Mais quand on parle des paires majeures, S3, R3, c'est très rare qu'ils soient atteints. Donc ne vous attendez pas, vous voyez, pour vous donner une image de timing, que le cours atteigne son S3 ou le R3. Déjà le S2, c'est un niveau assez important. Le S1, c'est atteint régulièrement, ou le R1 également. Voilà, ça dépend le sens de la tendance. Mais premier support ou première résistance, c'est atteint régulièrement d'un point de vue mensuel. R2 ou S2, ça commence à être des niveaux assez importants, qui sont pas souvent dépassés. Mais le R3 et le S3, c'est quasiment jamais. Voilà. Donc ces points pivots, c'est assez intéressant parce qu'ils vous permettent d'avoir une idée du timing, de ne pas vous attendre à une baisse de 1000 pips en 2 semaines. Vous voyez, ça vous permet d'avoir une idée du rythme de la baisse à s'attendre. Donc USD Yen, voilà, je suis clairement baissier sur du moyen long terme. Maintenant, je pense qu'on peut s'attendre à un prix un peu plus élevé pour passer à la vente. Le pivot mensuel, ça serait excellent. Dans une tendance, un retour au pivot mensuel, c'est toujours un bon point d'entrée. Enfin, c'est toujours. Je généralise, mais c'est souvent au niveau de prix d'entrée à s'intéresser. En tout cas, une zone de prix à s'intéresser pour chercher des signaux baissiers. Voilà, donc si le prix retourne au pivot mensuel, ça serait intéressant à surveiller à une unité de temps 4 heures avec par exemple un stochastique ou un RSI, concrètement un oscillateur, voir s'il y a une divergence ou un signal baissier.
Même avant les crashs, des investisseurs déconseillaient d'aller en bourse. C'était le bon moment. Euh, oui, alors c'est vrai que de toute façon, pour un moment, ce que je fais voir hein, sur le S&P, c'est vrai que ça fait quelques semaines que je fais voir des indicateurs qui alertent, mais je ne dis pas qu'il faut shorter le S&P. Hein. Loin de là. Hein. Je ne dis pas qu'il faut shorter les marchés actions. Je dis simplement qu'on a des indicateurs d'un point de vue macro qui sont de plus en plus alertants. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un crash demain. Or, c'est possible qu'il y en a un. C'est possible que ça se fasse dans une semaine. C'est possible que ça se fasse dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais pour le moment, c'est vraiment pas le temps. C'est pas le moment, pardon, de vendre, de shorter le S&P 500. Tant qu'on n'a pas de signaux baissiers, il n'y a pas de raison de shorter le S&P. Bien que on ait des indicateurs de valorisation qui sont extrêmement élevés. Si vous regardez l'analyse technique, elle est clairement haussière. Hein. Que ce soit le S&P, le Dow Jones, le Nasdaq, c'est haussier. Donc voilà, je ne conseille et je ne suggère, de toute façon je ne conseille jamais, mais je n'invite en aucun cas de shorter les marchés américains pour le moment. En tout cas moi, personnellement, d'un point de vue d'analyse technique, si vous faites une analyse technique journalière ou hebdomadaire, le S&P, il est haussier, hein. Il reste au-dessus de ses moyennes mobiles, que ce soit à court, moyen ou long terme. Ouais, il n'y a pas de raison de shorter le S&P ou les marchés américains, bien qu'il y ait des indicateurs qui alertent de plus en plus, comme la courbe des taux, comme la valorisation avec le PE ratio, ou alors la valorisation par rapport au PIB américain. Ouais, il y a des tas d'indicateurs qui commencent à clignoter dans le rouge. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut shorter les indices américains. Tant qu'il n'y a pas de baisse, que ce soit le S&P, l'AUD, l'euro, l'or, peu importe, ce qu'on trade avant tout, c'est la tendance. Donc, tant que la tendance est haussière, il n'y a pas de stratégie vendeuse à mettre en place, de stratégie short. Euh, Honnêtement, spéculer sur un retournement, vous allez peut-être réussir, mais avant de réussir, vous allez sans doute avoir 5, 6, 7, 8, 9 ou même 10 stratégies qui auraient été perdantes. Donc, c'est rarement la meilleure stratégie de spéculer sur un retournement des marchés. Le mieux, vraiment, c'est, comme on en a parlé hier soir, le moins compliqué, parce qu'il n'y a rien de simple dans le trading, mais le moins compliqué, c'est de suivre la tendance. Donc, une moyenne mobile à 200 jours, sur un marché action, un indice, on sait que c'est assez efficace pour indiquer une tendance. Et tant que le cours est au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, personnellement, je resterai bullish sur les actions américaines. Bref, donc USD Yen, on attend encore, il y a encore une marge de hausse, peut-être de allez, une centaine de pips au grand maximum, je pense, avant une nouvelle baisse. En tout cas, s'il retourne à ce pivot mensuel, au vu de l'analyse technique du dollar index, je pense que ça serait une opportunité de vente. Maintenant, voilà, attendons, par exemple, que ce dollar index clôture sous sa moyenne mobile à 50 périodes et sous cette oblique haussière, et là, on aura deux puissants signaux baissiers. Voilà, donc Euro UD baisse, hausse, pardon, Euro NZD hausse, le CHF qui surperforme, ouais, l'euro CHF qui est en légère baisse. Mais voilà, donc vraiment, stratégie, j'ai envie de dire, swing trading moyen terme, c'est comme hier, c'est-à-dire Euro UD, Euro NZD à l'achat. En fait, tout ce qui est devises commodities face à l'euro. On peut même aller plus loin, on peut même aller chercher, alors je ne sais pas si ça existe ici chez IG, et d'ailleurs je sais pas si c'est une paire qui existe, voilà, Euro-Tsar. Euro-Tsar c'est également une paire qui me semble intéressant parce que c'est une devise commo, c'est un marché émergent, l'Afrique du Sud. Donc voilà, pas mal exposé aux incertitudes actuelles sur les marchés. Donc Euro-USD, pareil. Pour moi, c'est une paire qui peut s'acheter. Alors on va chercher des niveaux de résistance. Vous voyez donc le pic de novembre 2017 fut une résistance. On peut s'attendre à une correction, je dirais de 38-50% de cette tendance haussière. 38-50, ça fait 16, 16-20, opportunité d'achat. Opportunité d'achat pour viser les 17, puis même
les 18,58. Voilà, tout ce qui est devises Como ou devises des marchés émergents face à l'euro, c'est une paire qui s'achète. Donc achat euro face à des devises commodities ou des devises des pays émergents. Donc tsar, le tri, tri on va éviter parce que il y a encore des doutes, on ne sait pas vraiment si la banque centrale turque est indépendante ou non. Pour un moment, pense pas. C'est plutôt contrôlé par le gouvernement, même si c'est pas officialisé. Euh, voilà, le tri, on va quand même éviter. Mais tout ce qui va être tsar, BRL par exemple, le Real brésilien, ou l'AUD ou le NZD qui sont des devises commodities, c'est intéressant à shorter ces devises face à l'euro. Voilà, donc je passe aux commodities. Tiens, l'or. L'or pullback sous 1200, forcément, on a une hausse du dollar, donc on a une baisse, hein, une baisse de l'or. Baisse de l'or, possible retour au S2 mensuel. Si on a un retour au S2, eh bien, opportunité d'achat. Opportunité d'achat si on table sur un retournement du dollar. Mais en tout cas, vous voyez encore une fois que cette moyenne mobile à 20 jours fait office de résistance depuis maintenant pas mal de temps. Vous voyez, ça fait depuis juin qu'elle n'a pas été dépassée et qu'elle a fait en fait office de résistance en juillet, en août et à nouveau hier. Donc si on a un franchissement de cette moyenne mobile à 20 périodes, ça peut paraître qu'une simple moyenne mobile à 20 périodes, mais ce sera un signal haussier. Tout comme la cassure des 1200 $. Rapidement, je reviens sur l'euro-dollar parce que j'ai oublié d'y venir. Donc là, vous voyez, l'euro-dollar, il y a un pullback. Il y a un pullback. Honnêtement, tout retour à 1,15, au vu de la tendance du dollar, me semble intéressant à payer. Honnêtement, euro-dollar, je pense que 1,15, ça se paye pour viser, vous voyez, des résistances. Donc, à moyen terme, dans le but, moi, personnellement, mon objectif 100%, c'est les 1,20. C'est les 1,20. Mais si vous voulez des résistances hebdomadaires, des résistances pardon de plus court terme, si vous êtes un trader de court terme, le S1 mensuel ou le pivot hebdomadaire, vous voyez vous avez simplement ajusté en fait votre objectif. Vous mettez des points pivot hebdomadaires et vous avez des niveaux de résistance intéressants pour les day traders. Pour les scalpers, vous avez les points pivot du jour qui peuvent être des niveaux de support ou de résistance. En tout cas, la tendance de fond, elle est clairement haussière pour moi sur l'euro. On a une diminution de ce fameux spread Italie-Allemagne. On a un indice surprise de la zone euro qui dorénavant dépasse celui des États-Unis. La dernière fois, il me semble, on avait ce dépassement, c'était au début de 2017. Et rappelez-vous ce qui s'était passé au début de 2017. On avait eu un bull market de l'euro. Donc voilà, je ne dis pas qu'on aura le même bull market qui avait été un bull market de 1500 pips, mais cet indice qui repasse l'indice surprise de la zone euro qui dépasse celui des États-Unis est bon signe pour la monnaie unique. Et en plus, vous voyez que par exemple les PMI market, ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment un indicateur macroéconomique très suivi et très important. Donc le fait qu'il y en a des indices PMI flash, que ce soit services ou construction, qui sont attendus en hausse, mais que ceux des États-Unis sont attendus en baisse au mois d'août, ça aussi, c'est un facteur qui vient soutenir l'euro et qui va venir soutenir l'euro s'ils sont confirmés. Donc voilà. Moi, personnellement, tout pullback de l'euro-dollar me semble intéressant à payer. Donc retour à 1,15, par exemple, c'est une opportunité d'achat pour du moyen terme. Pour la banque centrale turque, Erdogan, suite à la purge du punch, a nommé un de ses proches au pouvoir pour le contrôler à 100%. Voilà. Voilà, c'est compliqué hein, ce qui se passe en Turquie. Enfin, c'est compliqué. Non, c'est pas vraiment compliqué, mais c'est pas officiel hein, que la banque centrale turque est sous la main de Erdogan. Voilà, Erdogan ne le dit pas haut et fort, le gouvernement turc ne va pas le dire haut et fort. Mais par exemple, mais on sait que elle est, on va dire, grandement influencée par le gouvernement turc. Bref, en tout cas, le tri, c'est pas forcément, enfin, une devise sûre à vendre. Enfin, pour moi, en tout cas, l'euro AUD ou l'euro NZD me semble beaucoup plus, voyez, sûr d'un point de vue psychologique. D'un point de vue trading, euro UD, euro NZD, on sait qu'il n'y aura pas de manipulation du marché. Alors, donc, je repasse sur les matières premières, excusez-moi. Donc, l'or, pullback à 1200.
Maintenant, voilà, tout dépend de votre perspective sur le dollar. Si vous pensez que le dollar va continuer à progresser, dans ce cas-là, ce pullback à 1200 est une opportunité pour vendre. Si au contraire vous pensez que ce rebond du dollar n'est pas réellement justifié, alors finalement c'est une opportunité pour se positionner à la vente sur dollar à un meilleur prix et donc à l'achat alors sur un prix plus bas. L'argent, on n'a pas encore fait le pullback à 15 qu'il est à nouveau en baisse en raison du dollar. Donc là pareil, S2 mensuel. S2 mensuel, ça peut être un niveau de prix intéressant à payer. Le cuivre, il repasse sous les 6. Il repasse sous les 6. Voilà, pareil, hein, même topo que sur l'or ou l'argent, quoique le cuivre est quand même beaucoup plus affecté par la guerre commerciale que l'or ou l'argent. Hein. Le cuivre, c'est un métal industriel, alors que l'or et l'argent n'est pas considéré comme des métaux industriels, mais comme des métaux précieux. Donc la pression sur les métaux précieux est, j'ai envie de dire, moins importante que sur les métaux industriels. Donc le cuivre, l'euro est bon, il pourrait se faire, mais de façon beaucoup moins importante que l'or ou l'argent. Or, Brut et Brent, alors Brent, on a eu un beau rebond au pivot mensuel, le Brut également, clôture au-dessus de 50 du RSI, donc là on avait pour le coup, vous voyez, une clarification nécessaire des signaux techniques, parce que, je vous rappelle, hier matin, on avait vu que on avait notre Brut, enfin le WTI, sous sa moyenne mobile à 200 jours, mais au-dessus de son plus bas de juin. Le Brent, c'était l'inverse. On était au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, mais en dessous du pivot du plus bas de juin. Donc on avait des signaux qui divergeaient. On avait des signaux baissiers sur chacun, mais qui divergeaient, qui n'étaient pas les mêmes. Donc on attendait une convergence des signaux pour se positionner. Et là, on a clairement quelque chose de beaucoup plus clair, parce que maintenant il y a le Brent et le WTI qui sont tous les deux au-dessus de leur plus bas de juin et qui sont également au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Donc on peut toujours considérer le pétrole dans une tendance haussière, bien qu'on n'ait même pas eu une correction de 38% de la tendance. Si on prend cette dernière impulsion, on a eu un retracement d'environ 50%. Vous voyez, 50 le rebond. Donc moi, pétrole, personnellement, je n'y prête pas probablement attention, étant donné que passer à l'achat pendant une guerre commerciale, c'est pas la meilleure chose à faire. D'autant plus qu'on voit techniquement, à court terme, on a des sommets des creux de plus en plus bas. Donc, on a une tendance haussière sur du court terme, baissière sur du court terme. Mais sur du moyen long terme, on voit qu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Donc on reste dans une tendance haussière sur du long terme. Donc vous voyez, il y a quand même des signaux qui sont encore pas très clairs, ou en tout cas qui permettent pas de se positionner avec grande confiance sur le pétrole. C'est pour ça que je ne propose pas de stratégie. Et enfin, pour les marchés actions, on voit on a une très très légère hausse. Hein. On voit que l'appétit pour risque diminue à mesure que on s'approche de Jackson Hole et de la fin des discussions entre le gouvernement de Trump et chinois à Washington. Donc je vous rappelle, la fin des discussions aura lieu donc ce soir, et demain il y aura l'intervention de Jerome Powell à Jackson Hole. Au niveau du CAC, pivot mensuel, il y en a qui verront une opportunité de vente. Pour ceux qui verront une opportunité de vente, sachez que c'est du contre-tendance, parce que vous voyez que la tendance depuis le début de la semaine, même depuis mercredi dernier, c'est une tendance haussière que nous avons. Donc voilà, risquez de vendre le pivot mensuel, mais toutefois, voilà, ça peut être un niveau de prix dans le même temps intéressant à shorter. Techniquement, parce qu'on va se fier à l'analyse technique, la résistance n'est pas dépassée et je ne vois pas réellement de signaux baissiers, mis à part cette petite divergence. Mais encore une fois, une divergence, ce n'est pas un signal qui permet d'être exploité pour shorter un actif. Une divergence, ça alerte simplement sur l'état de la tendance. Une divergence apparaît généralement en fin de tendance. Anticipe au minimum une correction. Donc c'est pas, vous voyez, une divergence, un signal que vous allez exploiter pour comment dire, shorter ou payer
un actif. Le croisement par contre du RSI de 50 va être, oui, un signal. Donc là, une petite divergence sous résistance. Soit mobile à 200 périodes de unité de temps horaire. Donc CAC sous résistance. On a 5431. Je pense que le cours ne va pas dépasser ce pivot mensuel. Ou alors, si on a un dépassement, alors on va rajouter le pivot hebdomadaire. Vous voyez, R1 hebdomadaire, mais également pivot mensuel. Donc là, on a un niveau de résistance quand même assez important. Assez important. On va regarder pivot journalier. Ouais, donc très peu de volatilité. Donc déjà, on n'ira pas chercher le R3 du jour. Au vu de la volatilité du momentum qui est extrêmement, enfin, oui, de la volatilité qui est plutôt faible, excusez-moi. Le R2, par contre, 5450 est un point d'entrée short intéressant. Et à l'inverse, le pivot du jour, vous voyez, puisqu'on est dans une tendance, on va pas aller attendre le retour au S2. Si on est dans une tendance haussière, on va pas attendre le retour du S2 journalier pour passer à l'achat, puisque c'est assez, comment dire, il y a peu de fois où ça se réalise dans une tendance haussière. Et à l'inverse, dans une tendance baissière, il y a peu de fois où en intraday, on a le cours qui revient au R2 du jour. Donc là, à la rigueur, si on vient en pivot journalier, pourquoi pas mettre en place une stratégie acheteuse jusqu'au R2. Maintenant, gardons à l'esprit qu'on a un pivot mensuel ici, et également le R1 hebdomadaire, donc on a un niveau de résistance très important à 5430. Alors ça consiste en quoi Jackson Hole? Alors c'est simplement un forum économique où il y a plusieurs banquiers centraux majeurs, comme par exemple Jérôme Powell, et parfois des banquiers centraux externes comme Mario Draghi ou différents autres banquiers euh, importants qui vont s'exprimer par rapport aux politiques monétaires. Ce n'est pas juste un forum économique, c'est surtout par rapport aux politiques monétaires des banques centrales. Donc c'est très important parce que généralement il n'y a pas de nouvelle annonce qui est indiquée dans ce forum économique, mais on peut avoir des indications sur ce qui va être dit par chacun des banquiers centraux lors des prochains mois. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les marchés financiers? Oui, bien évidemment. Oui, ça peut avoir un impact sur les marchés financiers. Ça reste un discours de Jérôme Powell par rapport à la politique monétaire. Donc, tout discours d'un banquier sur la politique monétaire peut avoir, est susceptible d'avoir un impact. Donc là, le discours de Jérôme Powell de vendredi est à 16h, il me semble, heure française. Regarde sur le calendrier économique rapidement. Vendredi, discours de Jérôme Powell, 16h. 16h heure française. Donc voilà, légère hausse attendue sur le CAC 40 ce matin. Pourquoi? Bien parce que on a ce rendement qui est stable. Vous voyez, il perd même 2 points de base, ce rendement entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand. On a un VIX qui est bas hier, 12. On n'a pas un VIX qui a progressé. On a des cours de pétrole qui ont progressé hier, bien qu'ils soient en légère baisse ce matin. On a des cours de pétrole qui ont progressé. Et à l'inverse, on a un euro qui est en baisse. Mais la baisse de l'euro n'est pas justifiée par des facteurs macroéconomiques décevants. C'est uniquement justifié parce qu'on a une hausse du dollar en raison des tensions commerciales. Donc, on a du positif pour les marchés actions européens ce matin. Faut pas s'attendre à une hausse importante parce qu'on arrive quand même sous des résistances importantes, comme je vous l'ai dit, pivot mensuel sur le CAC, R1 hebdomadaire également. Sur le DAX, vous voyez S1 mensuel. Alors, on a dépassé le S1 mensuel, on est très loin du pivot mensuel par contre. Et en horaire, donc le R1 du jour, résistance majeure. C'était le plus haut de la veille. D'ailleurs, hier, il me semble qu'on visait le plus haut de la veille et vous voyez que ça a été atteint. Donc 12 440, si on a un retour à ce niveau de prix, je pense que ça peut être une opportunité pour passer à la vente. Voilà donc CAC DAX et voilà, je pense qu'on a fait le tour du marché. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Que dire de plus? Mais écoutez, personnellement, je n'ai rien à rajouter. Alors on peut faire rapidement un petit tour sur le DXY, étant donné qu'on n'a pas réellement regardé. Donc on a le rebond depuis, vous voyez,
cette nuit. C'est pas la publication des minutes de la Fed qui a provoqué le rebond, c'est réellement le fait qu'on ait eu la mise en place des tarifs douaniers américains et réciproquement chinois face entre les deux pays qui a provoqué cette hausse. Mais en aucun cas la Fed. Faut vraiment garder cela à l'esprit. Parce que en fait, ça veut dire que dans le fond, ce n'est pas d'un point de vue, cette hausse n'est pas justifiée d'un point de vue macroéconomique ou d'un point de vue monétaire. C'est uniquement justifié par des craintes. Et les craintes ne durent rarement longtemps sur les marchés financiers. En tout cas, les craintes comme celle-ci ne sont pas des craintes importantes. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, on va mettre un point à ce webinaire, étant donné que je n'ai plus rien à ajouter. Vous connaissez donc ma perspective, toujours haussier sur l'euro. Toujours haussier sur l'euro depuis le début de la semaine en fait, et tout ce qui est devises commodities, AUD/NZD, à shorter, tout comme les pays émergents, dans ce contexte de tension commerciale. Voilà, et le dollar qui arrive probablement à la fin de son bull market, mais on n'a pas techniquement les signaux baissiers suffisants pour en être certain. Ça, il faut en être conscient. Voilà, donc merci pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain matin pour mon prochain et mon dernier webinaire du mois d'août, parce que oui, la semaine prochaine, je ne serai pas présent et je vous retrouverai donc après le webinaire de vendredi, le lundi 3 septembre, il me semble, ou 4, lundi 3 septembre, je vous retrouverai. Voilà, donc demain, dernier point de marché pour moi du mois d'août. Et voilà, écoutez, excellente journée à vous. Et je vous dis à demain matin pour mon prochain point de marché.